Ok, bah écoutez, bonsoir à tous. On va attaquer. Là, on est pile poil en 19h. On est à l'heure. On a été Bonsoir, messieurs, dames. Toute la journée rythmée de manière extrêmement précise. Bah écoutez, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver à nouveau pour cette réunion publique en ligne qui est désormais une tradition chaque jeudi à 19h. Ce soir, nous sommes dans la belle commune de Craponne, en présence de Madame le maire Sandrine Chadier. Et donc, pour commencer, je vous propose de te présenter et puis de présenter la commune. Oui, alors bonsoir à tous. Merci de vous connecter pour cette réunion que nous aurions souhaité en présentiel. Malheureusement, les contraintes sanitaires nous obligent à avoir cette réunion en distanciel. Mais en tout cas, c'est déjà un honneur d'avoir Monsieur le député avec nous ce soir. Et écoutez, Sandrine Chadier, je suis maire de la ville depuis juillet 2020. Je suis accompagnée d'une équipe d'adjoints et de conseillers municipaux au nombre de 25 pour notre majorité et au total 35 conseillers municipaux et adjoints pour la totalité de la mairie. Voilà, nous sommes une commune de 12 000 habitants et nous faisons partie de la métropole de Lyon. Et donc, on a une journée assez chargée, le stade, les services techniques, le centre technique municipal, l'espace de coworking, les aménagements de différents espaces publics, les cours de tennis. Voilà. Il y a beaucoup de sujets. L'école. Beaucoup de sujets. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un mot. Oui, alors c'est vrai que le mandat qui s'annonce est avec des projets assez ambitieux. Donc avec plusieurs sujets. Le sujet bien sûr central, c'est la rénovation thermique acoustique du groupe scolaire de l'école du centre, mais également une extension pour avoir 5 classes supplémentaires et la construction d'un restaurant scolaire, d'un self en fait. Donc voilà, ça c'est un très gros projet de mandat. Bien sûr, il y a d'autres choses qui s'annoncent, notamment en termes sportifs, parce que le sport est important pour chacun d'entre nous. C'est aussi, indépendamment du loisir, c'est aussi la santé. Derrière le sport, on a la santé. Donc, il y a un projet, bien sûr, sur le tennis. Il y a un projet sur le foot avec une pelouse synthétique. Ça, c'est pour la partie investissement. Et puis, il y aura une large partie qui sera consacrée aussi aux mobilités, puisque nous avons recruté une chargée de mobilité à Craponne pour travailler justement sur les réseaux vélos et piétonniers, en fait, et également, on va dire, avoir une vision aussi importante et de consensus auprès du Citral pour, on va dire, prôner une ligne forte de transport en commun sur notre commune. Et donc, on a terminé la journée donc, en mairie pour un échange avec les jeunes, avec les gendarmes qui sont encore présents avec nous. Donc, merci, mon colonel lieutenant, donc, commandant de la compagnie de l'Arbrède et de la brigade territoriale donc, qui couvre les communes de Craponne, Saint-Genis-les-Audières et Francheville. Et puis, voilà, donc, vous connaissez le principe. Ce soir, on est là pour échanger. Donc, vous pouvez prendre la parole au travers du petit chat là, qui s'affiche. Vous pouvez lever numériquement la main ou physiquement si vous êtes devant votre caméra et puis activer votre micro et ensuite vous pouvez prendre la parole librement et puis on essaiera de vous répondre à la fois avec la réponse communale, locale et la réponse nationale. Alors je ne sais pas si à ce stade quelqu'un souhaite intervenir. N'hésitez pas à lever la main ou activer votre micro. Alors, il faut juste que je permette l'activation des micros. Je crois que c'est possible ici. Je vois qu'on a une trentaine à être connectés. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Donc, soit ça peut être pour une question, pour une proposition, une remarque sur à la fois la vie locale ou la vie nationale par rapport à ce qu'on vit. Donc, je te rassure, c'est tous les jeudis pareil. La première question, c'est la plus dure. Il y a madame en haut. Ameyal. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Voilà. Donc, je vous en prie. Vous êtes la première. Merci en tout cas. Alors, on ne vous entend pas pour l'instant, il faut activer votre micro. Voilà, c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon. Je vous en prie, présentez-vous si vous pouvez et puis ensuite on vous écoute. D'accord. Alors tout d'abord, je vais vous dire bonsoir monsieur le député, bonsoir madame le maire. Très ravie de faire partie de cette visioconférence. Alors, moi j'habite Craponne depuis 2006 et donc j'avais quelques interpellations, quelques interrogations. Vous m'entendez? Oui, tout à fait.
Je me vois que moi, en fait, c'est pour ça. Non, non, mais on vous entend, on vous voit bien, pas de problème. Et en fait, j'avais quelques interpellations, moi, sur l'urbanisme et la circulation, parce que c'est vrai, quand on choisit d'habiter dans l'Ouest lyonnais, on fait son choix, etc. C'est une ville, bien sûr, très plaisante. Moi, j'adore parce qu'on a tout ce qu'il faut sur place, aussi bien sur commerce, culture, sport, etc. Tout est parfait. Seulement, depuis quelques années, on voit se multiplier, à mon grand regret, et ça dénature complètement le paysage, l'urbanisme, même à ma foi, qui fleurit, des résidences de partout. La moindre parcelle est prise par du béton, en quelque sorte, heureusement pas très élevé puisqu'il y a la hauteur qui doit être respectée. Je sais qu'il y a un quota qui vous est imposé par le gouvernement, mais quand même, ça dénature énormément le paysage. Et je trouve que de ce fait, on n'a pas assez anticipé quelque part au niveau de la circulation, puisque c'est vraiment, je ne veux pas dire un calvaire, mais c'est de plus en plus pesant de prendre sa voiture, parce qu'on la prend quand même, et de rester dans les embouteillages en quelque sorte. Alors c'est vrai qu'il n'y a qu'une route principale qui est bien engorgée, et j'avais proposé à votre prédécesseur, Madame le maire, une fois que je l'avais rencontrée, je lui ai dit la voie express c'est bien, mais pour le peu de cars C24 qui circulent, etc., ne pourrait-on pas à ce moment-là faire circuler, moi je ne sais pas, les camions, autre chose, enfin qu'on ait une utilité, je ne sais pas, une vision autre, ouais, une utilité de cette voie express. Et donc voilà, moi c'est surtout sur l'urbanisme que je trouve un petit peu, je vous dis, ça gâche énormément le paysage. Je vois au village, puisque moi j'habite à peu près dans cette zone-là, le village c'était ce qui restait à peu près de très beau de Craponne. Il y a eu le choix de faire des constructions et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. C'est un sujet qui revient souvent à Craponne. On l'a encore abordé cet après-midi. Oui. Alors, Sandrine, je ne sais pas ce que tu peux nous dire à ce sujet-là. Oui. Ou alors, si tu veux, je commence. Écoute, commence au niveau national et puis moi, je le déclinerai au niveau communal. Alors, donc, il y a deux sujets que vous avez abordés, donc l'urbanisme et les mobilités. Alors, sur l'urbanisme, effectivement, Craponne et l'Ouest lyonnais au sens large, c'est une zone où il fait bon vivre et qui est attractive déjà. Et c'est déjà pour ça qu'il y a de la demande de gens qui veulent venir habiter là, qui ont un petit bout d'esprit de campagne et en même temps qui sont à proximité immédiate de la ville, souvent où les emplois sont disponibles. Et donc effectivement, ce qu'on s'attache à faire au niveau de la puissance publique, à la fois au niveau national et local, c'est trouver les bonnes règles d'équilibre, de cohabitation pour qu'effectivement, à la fois les communes qui le souhaitent puissent conserver leur esprit village, leur identité, et en même temps assurer une certaine mixité. Et notamment, vous avez cité la loi SRU qui a déjà une vingtaine d'années, qui effectivement contraint les communes à avoir un taux de logement social minimum pour qu'on n'ait pas dans notre pays d'un côté des zones où il y aurait énormément de logement social qui accumuleraient les difficultés et d'autres. Et la loi SRU, on devra bientôt la revoir et beaucoup de maires me sollicitent à ce sujet-là pour qu'on arrive à trouver les bons équilibres, pour qu'on trouve des objectifs à la fois ambitieux de mixité, mais réalisables et atteignables pour les communes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point concernant les transports, je pense qu'il y a trois manières de répondre à ça. Il y a les infrastructures. Effectivement, souvent, on n'anticipe pas assez. 2, il y a l'offre de transport collectif et avec le Citral. Et vous savez qu'au 1er janvier 2022, on va mettre en place un nouveau Citral à l'échelle de l'ensemble du département du Rhône, puisque ici, on est à la limite du nouveau Rhône. Et donc, vous aviez avant les bus rouges, les bus bleus. Demain, tout ça sera uniformisé et vous avez beaucoup de personnes qui passent à Craponne qui n'habitent pas à Craponne. Enfin, moi, le premier, depuis que je suis tout petit, je passe à Craponne. Quand je vais à Lyon, je fais partie des voitures qui viennent vous embêter sans forcément m'arrêter à Craponne. Alors maintenant, je m'arrête beaucoup plus. Et puis, le dernier point, c'est aussi, moi, j'y crois beaucoup, c'est mettre les bassins d'emploi à proximité des bassins de vie. Et notamment pour que vous n'ayez pas beaucoup de gens des Monts du Lyonnais qui viennent traverser Craponne, c'est développer l'emploi dans les Monts du Lyonnais pour éviter ce qu'on appelle les pendulaires, c'est-à-dire ceux qui prennent leur voiture le matin pour aller travailler à Lyon et qui reviennent le soir et qui vous enquiquinent. Donc voilà un peu moi ma vision sur la partie urbanisme
et circulation. Et Sandrine, peut-être tu peux compléter. Oui, alors, Madame, vous avez parfaitement raison. Notre commune est effectivement très attractive. Elle est attractive parce qu'on a un tissu économique très important, aussi bien en termes de commerce qu'aussi de bassin d'emploi. Craponne, aujourd'hui, embauche 4000, enfin, il y a 4000 offres, on va dire, postes à Craponne, donc, qui sont pourvus. Donc, c'est vrai que notre commune est très attractive et je comprends, parce que vous l'avez vu évoluer effectivement avec des constructions. Aujourd'hui, la loi SRU, elle est simple. Elle nous impose aujourd'hui d'avoir 25% de logements sociaux. Craponne est à 16%. Aujourd'hui, dans le plan triennal futur, la préfecture, le gouvernement nous demande de construire 240 logements sociaux. Pour construire 240 logements sociaux, il faut savoir que quand vous avez, on va prendre un ratio très simple, quand vous avez 10 logements, donc vous en avez 7 en accession à la propriété et 3 réservés en logements sociaux. Vous comprendrez bien que pour atteindre cet objectif, il faut construire parce que c'est ce qui nous est demandé dans la loi. Thomas l'a dit, aujourd'hui, la volonté, c'est d'avoir une certaine mixité par rapport à des territoires. Donc, clairement, Craponne, aujourd'hui, a pris le train en marche relativement tard. Il est certain, j'ai fait appel à monsieur le député pour plaider notre cause, parce que clairement, même avec la meilleure volonté du monde, Craponne n'a pas les capacités aujourd'hui à construire autant de logements. Tout simplement parce que le foncier est rare. Effectivement, vous avez raison, madame, quand une maison se vend, qu'est-ce qui se passe? Un promoteur achète à des prix qu'un particulier n'est pas en capacité de mettre. Donc, à un moment donné, il y a aussi une course à l'échalote au niveau de cette réserve foncière. Donc, j'ai abordé le sujet cet après-midi avec Thomas pour plaider notre cause, nous, sur des communes, on va dire, de périphérie, de seconde couronne d'une métropole, où d'abord, notre volonté est bien également on va dire, d'apaiser les constructions, de conserver des constructions de qualité en y intégrant, bien entendu, je dirais, la mixité sociale, puisque aujourd'hui, ça fait partie de nos obligations, hein, bien sûr. Et en même temps de dire au gouvernement qu'on n'a pas toutes les mêmes contraintes. Craponne, aujourd'hui, vous l'avez très bien signalé, a des problèmes d'infrastructure routière. Donc, si on rajoute un peu plus, aujourd'hui, 57% de nos concitoyens à Craponne prennent leur voiture pour aller travailler. Donc, c'est là où je viens au deuxième sujet concernant les transports. Aujourd'hui, clairement, si notre bassin de vie n'a pas de ligne forte de transport en commun, nous allons un peu plus nous enfoncer dans ces problèmes de circulation qui sera encore plus aggravé avec l'augmentation des logements. Donc, c'est pour ça que je pense aujourd'hui, il y aura cet équilibre qui sera fait avec la loi SRU. Et en tout cas, moi, ce que je vais m'attacher à faire, c'est de faire comprendre, et je sais que j'aurai une écoute sans aucun problème auprès de Thomas, que voilà, il faut avoir du discernement entre ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on peut faire. Et en tout cas, moi, je vais plaider, bien sûr, pour la construction d'une ligne forte, alors soit, bien sûr, avec la construction, en tout cas, du métro E, puisque c'est un sujet que nous souhaitons porter auprès du Citral, et ou, bien sûr, un parc relais en amont de notre ville pour éviter justement ce flux de voitures, pour l'arrêter en amont, en tout cas, ça fait partie des axes pour moi importants pour, entre guillemets, j'ai employé un terme, mais pour protéger un petit peu notre ville de ce flux circulatoire qui n'a pas été anticipé depuis plus de 40 ans. Voilà pour la réponse, je vous en prie. Alors, il y a Muriel Boisset qui avait demandé la parole. On peut faire pour demander la parole. Alors, je ne sais pas qui parle, mais après Muriel, je vous promis, c'est vous. Allez-y, Muriel, si vous pouvez vous présenter. Bonsoir, Muriel. Bonsoir, Sandrine.
Donc, je suis Muriel Boisset. Donc, moi, j'habite sur la commune de Tassin-la-Demi-Lune, mais je suis une Crapenoise d'origine. Et mes parents, enfin, mon papa habite Craponne encore au jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai demandé à prendre la parole tout simplement pour une cause qui me tient énormément à cœur. Sandrine est plus ou moins au courant. Donc, je fais partie d'une association qui s'est montée en national concernant les victimes de la Covid-19. C'est une association qui est basée sur la Champagne-Ardenne au jour d'aujourd'hui, dont le siège est en Champagne-Ardenne. Et j'en suis la référente sur le Rhône de cette association. Et le but de cette association, en fait, est de faire une journée de deuil nationale. Mais ce que je demande à Madame le maire ainsi qu'à Monsieur le député, c'est s'il était possible de faire, d'organiser une journée de deuil ou une stèle ou sur les communes où il peut y avoir des victimes de la Covid. Faire quelque chose pour ne pas oublier nos défunts, en fait. Ok, bien noté. Merci de votre engagement dans ce combat-là. Je suppose que si vous engagez, c'est que aussi peut-être parmi vos proches, enfin on a tous été plus ou moins touchés. Voilà. Est-ce que tu veux commencer à… Oui, Muriel, bonsoir. Je sais à quel point ce sujet te tient à cœur et voilà, je le partage complètement. Malheureusement, la crise pour moi n'est pas finie. On espère tous qu'avec la vaccination, on arrive au bout de ce cauchemar, parce qu'on peut dire que c'est un cauchemar pour tous. Très honnêtement, enfin Thomas, toi, t'es proche du gouvernement, donc, mais il est évident que en tout cas, on fera une fois la crise terminée, parce qu'il faut qu'elle soit finie. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, on a des victimes tous les jours. Tout à fait. Il faut trouver un terme à ce cauchemar. Et je ne doute pas qu'à l'issue de cette crise qui reste la plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale, il y aura forcément des commémorations qui seront en tout cas faites après, je suppose. Mais Thomas, c'est toi qui… Oui. Mais je pense que tu l'as bien dit, la crise n'est pas terminée. Par contre, on a bien noté votre demande. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste en contact et pour continuer à travailler sur ce point-là. Et j'en profite pour dire que pour sortir de la crise, nos meilleures chances reposent sur la vaccination. Donc, j'incite vraiment chacun à se renseigner à ce sujet-là et on reste tous mobilisés pour faire en sorte que cette crise se termine le plus rapidement possible. Mais vous faites bien déjà de poser cette idée soit de journée de deuil national, soit de stèle, pour effectivement penser notamment aux 100 000 personnes qui sont décédées de cette crise sanitaire. Et puis, on oublie souvent aussi les cas de Covid long, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui garderont malheureusement des séquelles assez longtemps après avoir été infectées du Covid. Et d'ailleurs, certains variants qu'on recense aujourd'hui sont assez douloureux à ce sujet-là. Voilà, donc Madame Boisset, c'est bien noté. Et donc, je vous propose qu'on reste en contact sur ce sujet-là dans les prochains mois. D'accord. Et merci pour votre engagement. Alors, tout à l'heure, il y avait une personne qui parlait au micro. Comment on intervient? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Ah, vous ne voyez pas. Alors, comment ça se fait? Ça y est, on vous voit, ça y est. Voilà. Bonjour. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis Laurence Brochot, j'habite au château, la résidence Le Château, depuis 8 ans. Et on vit un enfer constamment, entre le squattage, tous les soirs, on a des gens qui viennent, qui squattent, on a les pompiers, la gendarmerie qui ne veulent plus se déplacer. Donc moi, ça fait 8 ans que j'essaye de déménager du château, que je n'arrive pas. Et c'est de pire en pire. Donc, je voulais savoir, la gendarmerie ne veut plus répondre à nos appels, parce qu'ils en ont marre de se déplacer. Alors, ils sont… Comment ? À côté de nous, donc… donc, ils sont alors, je dirais que j'ai le lieutenant Borsa qui est à côté de moi. Donc, je pense que c'est un lieu qui est très identifié, lieutenant.
Très identifié, oui. Très identifié, oui. Et du coup, quel est, par rapport à la remarque de la dame, vous y allez quand même assez. La dame nous appelle, on intervient à chaque demande des concitoyens. Donc, parce que, voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si vous entendez la réponse du lieutenant. Non. Voilà. Donc, alors, attendez. Est-ce que vous pouvez venir vers nous, si vous voulez. Ce serait peut-être mieux, d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, vous êtes en ma place? Non, je reste là. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, je suis le lieutenant-colonel Rubin, je commande la compagnie de gendarmerie de l'Arbrel. Et le lieutenant Borsa commande la brigade territoriale de Francheville. Donc, on a bien entendu votre observation, votre remarque. On est assez surpris finalement de la chose. Et pour nous, ce n'est pas même un sujet, puisqu'il y a des patrouilles de gendarmerie qui couvrent la circonscription de Francheville 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on est tout à fait en capacité de pouvoir intervenir sur votre lieu de résidence s'il y a la nécessité. Il faut juste savoir que lorsque vous composez le 17, par exemple, ce n'est pas la brigade de Francheville qui réceptionne l'appel, mais le centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie qui se trouve à Lyon. Alors, il y a peut-être un tri qui est fait à ce moment-là, il y a peut-être aussi un niveau de priorisation qui est donné, mais normalement, un appel ne reste pas sans réponse. Voilà, donc je suis assez surpris. Et on va étudier le sujet, mais voilà. Nous, on a souvent des problèmes. On a du squattage tous les soirs dans les caves. En plus, les gens laissent mettre des canapés, tout ça. Ils fument, ils boivent. Ils risquent de mettre le feu aussi, entre le 43, le 41 et le 45. C'est tous les soirs, dans les cages des escaliers. Donc moi, à une époque, j'allais voir les jeunes en disant partez et tout. Maintenant, je ne peux plus. C'est plus possible. J'ai eu des problèmes avec beaucoup de personnes au château, même très, très, très réactifs, comme quoi très méchants. Enfin, ils voulaient me faire la peau, voilà. Donc, c'est devenu invivable. Non, mais c'est réellement intolérable. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de sujet. Moi, ce que je peux vous proposer de faire, c'est de prendre contact avec la brigade de gendarmerie de Francheville pour qu'on puisse appréhender encore plus finement finalement la situation et voir ce qu'il est envisageable de faire à nouveau. On le fait, mais ils veulent plus se déplacer à chaque fois. Bon, au 45, on a beaucoup de problèmes. Moi, je suis au 43. Je suis au 43, donc c'est l'un des plus tranquilles. Mais c'est tous les soirs, tout le temps, sans arrêt, voilà. Les habitants c'est des habitants du lieu ou ce sont des gens externes? C'est des gens qui habitent, qui ouvrent les portes des caves. Donc les parents, moi je les ai signalés à Lyon Métropole Habitat. Lyon Métropole Habitat ne veut rien faire. Ils ont dit qu'il fallait voir avec vous, donc les gendarmes. Donc, les gens, à force, ils baissent les bras. Le problème, c'est qu'on n'a pas de porte anti-feu non plus. Les pompiers sont venus plusieurs fois. Et comme ils fument dans les cages d'escalier, ils laissent leur mégot, on n'a pas de porte anti-feu. Le problème, on n'a aucune protection. Si il nous arrive quelque chose, les pompiers, ils nous ont dit, on n'est pas aux normes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, Madame Brochon, en tout cas, j'ai bien noté votre sujet. Ce que je vous propose, Madame, c'est demain matin, vous appelez la gendarmerie de Francheville et vous demandez le lieutenant Borsa. Vous me demandez, puis on en parlera directement. Et pour ces feux-là, on ne peut rien faire par rapport à Lyon Métropole Habitat pour mettre des… Voilà. Donc alors, merci beaucoup, mon colonel et mon lieutenant. Alors, ce n'est pas prévu que la gendarmerie intervienne, mais vous voyez, ils travaillent leur réactivité. Le gendarme est réactif et toujours présent. Et toujours présent, en contact avec la population, ce qui n'est pas toujours ça. Non, mais écoutez, je pense qu'on peut dire qu'on a bien pris votre retour, à la fois au niveau de la commune, au niveau du député, au niveau de la gendarmerie, de l'adjoint à la sécurité qui est ici. Moi, ce que je peux vous dire côté gendarmerie, c'est que le display, ils sont modestes, mais ils se réorganisent en permanence pour être toujours plus efficaces. Ils sont 23 là, sur la brigade ici. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne dépendent pas d'eux, notamment ce que vous indiquez par rapport au porte anti-feu, c'est le bailleur social qui fait ça.
Donc moi, demain, d'ailleurs, il se trouve que je vois le président de la métropole, donc je vais également lui en parler. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour l'échange en ligne et puis de reprendre contact. Vous pouvez appeler le lieutenant Borsa pour la partie gendarmerie. Et puis, on prend la suite pour notamment voir avec le bailleur que vous pouvez solliciter également de votre côté directement. Par contre, moi, j'avais une question juste, madame. Vous avez déjà fait des courriers auprès de Lyon Métropole Habitat ou pas du tout? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas du tout? Vous voulez, on a fait des pétitions. D'accord. Des pétitions quand on était sur Caluire à l'époque. Maintenant, depuis qu'on est à Lyon Métropole Oulin, personne ne nous écoute. Il y a une réunion avec M. Crédani. Ce que je vous propose, c'est que nous puissions faire éventuellement un courrier pour ce problème de sécurité anti-feu qui est important. Et moi, je veux bien effectivement que notre service CCAS puisse faire en fait un courrier pour ce problème de sécurité également. Parce que le problème, c'est que moi, je suis au 4e étage. Tous les jours, j'enlève le frigo dans les escaliers. Écoutez, Madame Roche, c'est bien pris en compte, vous avez bien fait d'intervenir, ouais. Et donc le contact Par contre, si vous pouviez nous envoyer un petit, juste vos coordonnées sur Infomairie. Infomairie, d'accord. D'accord, merci. Okay. Merci beaucoup, madame. Très bien, merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Rochaud. Alors, je vois qu'il y a eu toute une ribambelle de messages depuis, alors sur le chat. Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir oralement. Sinon, je prends une question. N'hésitez pas à me couper. Hein. Et je vois notamment Antoine Rebaud qui dit, je ne sais pas si Antoine souhaite intervenir oralement d'ailleurs, qu'en est-il des réseaux eau, électricité, assainissement? Est-ce qu'ils sont adaptés à l'augmentation de la population? Alors, ça se calibre oui. D'année en année, on va dire. Voilà. Donc oui, les gestionnaires de réseau essayent de prendre ça en compte, sachant qu'il n'y a pas uniquement l'augmentation de la population, il y a aussi l'augmentation des usages. Par exemple, les panneaux solaires ou la voiture électrique modifient aussi la manière dont on dimensionne le réseau électrique et parfois ça pose des petits problèmes. Mais oui, c'est à chaque gestionnaire de réseau de prendre ça en compte en lien avec les prévisions de construction, notamment à travers des PLU, etc. Alors, il y a un commentaire sur l'ancien maire. Alors, sauf si Guy souhaite intervenir, c'est un commentaire qui est plus personnel. La levée des brevets sur le Covid. Alors, Baratier souhaite intervenir. Alors, le micro n'est pas activé aujourd'hui. Oui, votre micro n'est pas activé. Voilà. Alors, simplement, un sujet qui a rapport avec la transition énergétique. Bon, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends bien. Bon, d'accord. Oui, parce que j'ai un message qui me dit activer le son. Alors. Non, c'est bon, on vous entend. Voilà. Non, simplement, alors, c'est quelque chose, si vous voulez, qui m'a un petit peu interpellé parce que j'ai constaté qu'il y avait un bâtiment dans la zone des Tourets qui allait être équipé de panneaux solaires. Et c'est un bâtiment important puisque je crois qu'il fait pas loin de 5000 mètres carrés. Et je me suis dit, oui, un privé la équipe avec des panneaux solaires, donc il fait quelque chose qui va dans le bon sens. Mais au fond, nous avons des bâtiments publics à Craponne qui sont conséquents, Rebuffa par exemple, et puis il y a des bâtiments qui sont en train de s'installer ou de se rénover. Qu'est-ce qui est prévu pour aller dans le bon sens? Parce que si j'ai bien compris, les collectivités locales vont avoir des objectifs en matière de réduction de dépenses d'énergie avec des points de passage. Donc, c'était un peu pour connaître les projets qu'il pourrait y avoir sur la commune. L'installation notamment des panneaux solaires sur les bâtiments publics. Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison. On est aujourd'hui, je crois que l'obligation, c'est 2026. Si tu me corriges, mais je crois que c'est ça. Il est certain que, alors on a déjà nous des équipements en fait publics qui sont déjà équipés de panneaux solaires, notamment la crèche Albert Vidal.
Donc, ça a été fait il y a quelques années et on a plutôt un bon retour. Le retour sur investissement est quand même un peu long, hein. On parle d'une quinzaine à vingtaine d'années. Donc, on a fait déjà une étude sur plusieurs établissements, notamment Rebuffa, qui pourrait effectivement accueillir ce type d'énergie. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on va bien sûr se mettre en ordre de marche. Et donc, concernant la rénovation, hein, et puis concernant les nouveaux bâtiments, notamment, je pense à l'extension de l'école du centre que nous avons prévue, il est évident que c'est une démarche qui sera en tout cas intégrée au niveau du programmiste. Et effectivement, ça demande, on va dire, un plan d'investissement quand même, hein, qui est important. Mais je vous rejoins, à un moment donné, si on veut aller dans la transition énergétique, il va falloir à un moment donné investir. Voilà. Donc, ça fait partie forcément des objectifs que nous aurons à très court terme. Voilà. Et j'ajouterais que si on veut que le particulier s'empare de ce sujet et qu'il soit lui aussi dans une logique d'économie d'énergie, il me semble que la collectivité locale doit donner l'exemple et communiquer là-dessus. Vous voyez, j'ignorais qu'il y avait des panneaux solaires. On a déjà Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été, le sujet est revenu plusieurs fois cet après-midi, soit au travers des panneaux solaires, soit au travers, par exemple, de l'école avec de l'ossature bois. Tout à fait. Et travailler sur l'isolation. Quand on fait du bois, ça stocke également du carbone. Donc, il y a bien cette préoccupation. Tout à fait. Et puis, on va essayer, concernant la construction et la rénovation énergétique et acoustique de l'école, faire appel à des matériaux biosourcés, de manière à avoir cette démarche, en tout cas. Mais de toute façon, il est certain aujourd'hui que dans chaque transformation et dans chaque rénovation, cette dimension doit être intégrée. Ça, c'est évident. Voilà. Et on a déjà identifié effectivement au travers d'une étude on va dire les bâtiments municipaux qui pourraient être recevables. Il y en a 2 aujourd'hui qui ont un ensoleillement suffisant, parce qu'il y a ça aussi, hein. Est-ce qu'il y a un environnement suffisant pour avoir un taux de soleil, un taux d'ensoleillement suffisant. Donc vous avez Éole et vous avez Rebuffa. Voilà. Ok. Bon, très bien. Merci pour la question. Alors, je vois qu'il y a Sékou Montero qui avait levé la main. Donc, Sékou, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, madame le maire. Et merci d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Et en fait, moi, je suis de l'Eure-et-Loire, hein, la région centre. Et voilà. Comment vous avez été au courant de la vidéoconférence? Voilà. Effectivement, parce qu'effectivement, j'ai une question qui m'a beaucoup préoccupé. Donc, Dieu merci, c'est rétabli. Moi, c'est par rapport aux demandes de logement. J'avais fait une demande de logement et puis ça a plus de 6 ans et je n'arrive pas à trouver un logement. Le problème en est que pour respecter quand même par rapport aux élus, j'ai parti plusieurs fois rencontrer le maire, expliquer le problème avec les enfants que j'ai un petit logement, que j'ai fait la demande pendant des années, qui n'est pas abouti à quelque chose. Et jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Je suis parti aller voir le député. Et c'est là, quand je suis parti voir le député, j'ai dit au député, j'ai décidé concrètement, si d'ici le mois d'avril qui vient de passer, que la ville ou les élus ne font pas l'effort par rapport au demande de logement, je suis prêt à faire un courrier au ministre du Logement. Parce que je ne comprends pas, quelqu'un comme moi qui a 4 enfants. On les entend d'ailleurs. Excusez-moi. Non. Bon, donc votre question, c'est par rapport au problème de logement. Bon, j'ai quitté la... Bon, excusez-moi, je suis là. Excusez-moi, désolé. Donc voilà, donc du coup, j'ai obligé quand même d'aller voir le député. Et depuis que je vois le député, il a saisi les bailleurs. Et quand il a saisi les bailleurs, c'est là où quand même ils ont eu déclenché l'attribution de logement. Est-ce que je trouve ça normal? Des couples qui travaillent dans la ville, qui paient leurs impôts avec 4 enfants,
qui ont un problème de demande de logement pendant 6 ans. Est-ce que c'est normal? Et vous habitez où, là, monsieur, du coup? Vous êtes… Moi, je suis de l'Eure-et-Loire, département 28, une ville qui s'appelle Vernouillet. OK. Et comment vous avez été au courant de la visioconférence, d'ailleurs? Bon, vous savez, je suis trop sur les réseaux sociaux et effectivement, j'ai vu l'idée qui m'intéresse. Parce qu'on est loin quand même. Alors, hein. je vais essayer de répondre à votre question. En tout cas, en gros, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il est normal de devoir aller voir son député pour avoir un logement? Donc moi, la réponse que je vous donne, c'est non. Hein. Dans le monde idéal, effectivement, il faudrait qu'il y ait suffisamment de logements pour que tous les demandeurs puissent en avoir. Après, on sait que la réalité, c'est qu'il y a souvent des listes d'attente et que les bailleurs sociaux ont souvent leurs critères. Ils sont pas forcément des critères, ils sont pas forcément au contact, on va dire, des demandeurs. Et parfois, effectivement, en tant que député, en tant que maire, pareil, on est sollicité et lors de l'entretien, on se rend compte de l'urgence d'une situation. Donc, on se permet de manière sporadique, on va dire, hein, c'est pas du tout une règle, de dire au bailleur social, par exemple, prenez en compte en particulier ce dossier et on apporte des nouveaux arguments. Et je suppose que c'est ce qui s'est passé avec votre député. Il a dû attirer l'attention sur le fait que vous aviez 4 enfants, que votre logement était inadapté et ça a fait remonter votre dossier au-delà. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça que les élus ont aussi cette fonction. En tout cas, je remercie quand même infiniment le rôle qu'a joué le député. OK. Et c'est comme je dis, parce que je crois que moi, j'ai eu ce problème-là, mais maintenant, j'ai logement. Mais j'en suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup de mes cas qui ont déjà ce cas-là. Aujourd'hui, et quand je comprends bien, la plupart, on dit comme quoi que chaque commune a un budget quand même pour construire des logements. Donc, où on en était où par rapport à cette demande-là? Est-ce que le logement construit, qu'on doit construire chaque année, il répond aux critères de la commune ou pas? Parce que je crois que le bon nombre de Français quand même posent ce problème-là. OK. Alors, on vous répond rapidement sur ce sujet avec la loi SRU dont on parlait tout à l'heure, qui impose un nombre de logements sociaux. Et sur des communes très attractives comme Craponne, il suffit souvent de mettre du terrain à bâtir pour qu'il y ait des opérateurs qui viennent construire. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention et puis salutations en Eure-et-Loire en tout cas. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis à Lyon. Jusqu'à la prochaine fois, je passerai un tour là-bas. Très bien. Ravi. Alors, voilà. Au revoir, monsieur. Alors, il y a Gilles Laracine qui a demandé la parole. Bonne soirée. Au revoir. Monsieur Laracine, bonsoir. Bonsoir, madame le maire. Bonsoir, monsieur le député. Alors, j'ai une question d'abord avant une suggestion. Hein. La question, c'est… est-ce qu'il y a eu un bilan énergétique, de tous les bâtiments communaux? Oui, tout à fait. Je suppose alors non seulement nous avons un bilan thermique qui est fait pour chaque établissement communal, mais nous avons également un gestionnaire en fait énergétique qui s'attache aujourd'hui on va dire à chercher la moindre énergie, d'économie d'énergie, la moindre source d'économie d'énergie. Donc bien sûr, c'est un document qui est à jour et qui nous permet justement de voir aussi l'évolution que nous pouvons constater aussi par rapport simplement aux phénomènes météorologiques, parce que vous avez des hivers plus froids et bien sûr nous avons des tableaux de bord et ce bilan énergétique est tout à fait à jour. Tout à fait. D'accord. Alors donc justement, ce qui serait, alors là c'est la suggestion donc, ma suggestion, ce serait que ces bilans énergétiques soient transparents et visibles par la population. C'est pas pour qu'il y ait des critiques, hein, bien entendu. Non, mais je tiens à le préciser quand même. C'est pour que la population s'approprie aussi ces problèmes-là et comprenne aussi qu'il y a aussi des frais à faire, il y a des investissements à faire, et que également c'est un côté pédagogique pour eux-mêmes, pour qu'eux aient aussi un peu plus envie de faire des améliorations énergétiques chez eux. Donc voilà, moi je pense qu'au niveau d'une commune, et je le propose à Craponne, hein, mais je pense qu'on pourrait le proposer dans d'autres communes, on pourrait avoir une connaissance de tous ces bilans énergétiques et des programmes d'amélioration avec ce qu'on gagne ce qu'on économise en bilan CO2 et en bilan énergétique. Oui.
Alors là, je reconnais l'ingénieur, hein, Monsieur Larracine. Oui, alors donc ces tableaux, ils existent hein, depuis 2017. Donc on voit effectivement, il y a eu beaucoup d'efforts déjà faits hein, au niveau de la gestion énergétique. Si votre suggestion, moi je l'entends bien, il faut qu'elle soit accessible à tous parce que c'est des chiffres parfois sont pas toujours évidents à comprendre et sans mettre en défaut l'intelligence de qui que ce soit, mais c'est pas évident forcément de comprendre ces bilans énergétiques. Donc, ce que je vous propose, on pourra le faire à travers un prochain bulletin municipal pour donner en fait simplement l'évolution énergétique qui a pu être constatée sur certains bâtiments communaux bien identifiés, de manière à pouvoir transmettre ces informations au travers du bulletin municipal. Je pense que vous avez raison, c'est toujours intéressant d'avoir cette vision, surtout qu'aujourd'hui, le flux, on va dire la consommation énergétique, c'est un coût vraiment impactant hein, pour le budget de la commune. Donc, bien sûr. J'ai inclus aussi l'éclairage public hein, dans ma discussion. Oui. Hein, voilà. Alors, l'éclairage public, attention, ça, par contre, il est clair qu'aujourd'hui, c'est CIGERLI aujourd'hui qui gère cette partie-là. Nous avons bien sûr des rapports d'activité, mais si vous voulez, le CIGERLI, c'est une instance métropolitaine. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à avoir. Hein. J'ai François à côté qui, bien sûr, siège au CIGERLI. Hein. François Pastré siège au CIGERLI. Donc, si vous voulez, l'éclairage public, là, ça va être, à mon avis, des données plus difficiles. C'est un peu dommage quand même parce que je pense que c'est des données qui doivent être transparentes, ça ne pose pas de problème pour personne. Je n'ai pas de problème non plus à les communiquer. Hein. Même si tout le monde ne comprend pas forcément tout parce que c'est un peu complexe quelquefois, d'une manière générale, c'est abordable quand même. Et je pense que ça doit être à la disposition de tout le monde. Voilà, c'est une suggestion. On en reparlera sûrement. Hein. Très bien. Mais bien sûr, Monsieur Larracine, avec plaisir. Mais je l'ai bien noté. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, je vois que quelqu'un qui s'appelle Thériane a demandé la parole. Alors, je ne sais pas si Thériane, c'est le nom, le prénom. Alors, si vous pouvez activer votre micro. Thériane qui a levé la main. Sinon, quelqu'un d'autre peut éventuellement intervenir. Ouais. En priorité, ceux qui ne sont pas déjà intervenus, si possible. Thériane, alors je pense qu'il y a du mal à activer le micro. Est-ce qu'il y a d'autres personnes éventuellement? Bon, si Thériane, le temps que Thériane arrive à activer son micro, on peut prendre une autre question. Allez-y. Alors, on peut reprendre une question de M. Larratier, j'ai plus le prénom, de Gilles, Gilles, de Gérard Baratier plutôt, qui a redemandé la parole sur le chat. Vous avez votre micro, voilà. Voilà, ça y est, c'est bon. Bon, ben, je vous remercie. Hein. Je ne veux pas prendre la place. Hein, s'il y a d'autres questions. Non, mais allez-y. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il y a un autre sujet, si vous voulez, sur lequel je suis aussi assez intéressé, même beaucoup en tant qu'utilisateur. J'utilise le vélo dans Craponne. Et bien, bon, c'est pas facile. Je trouve ça un petit peu compliqué. Et ce qui m'interpelle, c'est l'absence de liaison, par exemple, avec une commune toute proche comme Saint-Genis-les-Olières. Il faut avoir pratiqué la rue Gladel en vélo pour mesurer le danger de l'opération et de la manœuvre. Donc, pour un adulte, ça va de soi. Pour un enfant qui irait à l'école ou qui irait voir des copains, c'est une catastrophe. Et ce n'est pas un cas isolé, puisque si on regarde de l'autre côté sur Grézieux-la-Varenne, il n'y a pas grand-chose non plus. Et les voitures sur cette route, soi-disant limitée à 50, roulent allègrement à 70 et plus. Voilà. Donc, je dirais que je suis un peu frustré, et pour ne pas dire plus. Donc, qu'est-ce qui est envisageable? Je m'étais intéressé à l'époque, et il y a des
il y a des solutions, il y a des tracés possibles sans même gêner, je dirais, la circulation. Comment ça avance, ce sujet-là? Voilà, c'est un petit peu le… Écoutez, M. Baratier, vous avez posé la bonne question, hein. Bon, c'est évident qu'aujourd'hui, il y a une forte demande de plus en plus importante du vélo, du cycle, du cheminement piétonnier. Le tout, on ne peut pas non plus opposer les gens qui circulent en voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, mais notre volonté, c'est bien aussi d'avoir une place réservée au vélo. Ça, c'est évident. Et alors, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, en termes de sécurité, c'est vraiment très compliqué. Donc, aujourd'hui, nous avons embauché depuis le 1er mars, excusez-moi pour la date, une chargée de mission qui est chargée justement des mobilités douces. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui s'est appuyé sur des enquêtes qui ont été réalisées par la métropole sur le mandat précédent, qui étaient fort intéressantes, mais qui aujourd'hui, il faut qu'elles aboutissent, hein, et de manière on va dire, à pouvoir nous proposer un tracé. Alors, le tracé, je dirais que c'est facile, le tracé, mais la sécurisation, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des normes en fait de largeur de pistes cyclables, etc. La sécurisation, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, le point que vous soulevez, c'est un point effectivement qu'il faudra de toute façon traiter. Donc, cette personne est en phase, on va dire, de compilation de ces enquêtes. Elle se rend beaucoup sur le terrain pour voir ce qui est possible de faire dans un temps relativement réduit. Et puis, il y a aussi, en lien avec la métropole, puisque aujourd'hui, c'est un sujet qui est aussi métropolitain, qui n'est pas que communal. Nous avons aujourd'hui le réseau Express Vélo, qui est porté par la métropole. Ce réseau Express Vélo, c'est justement dans le but de pouvoir relier en fait une certaine intercommunalité entre, bien sûr, Grévieux-la-Varenne, pourquoi pas, mais ça peut être aussi Brinda, relier aussi Tassin, puisque le but, c'est qu'aujourd'hui, les personnes, s'ils ont, on va dire, une sécurisation du vélo, qu'ils puissent l'utiliser beaucoup plus fréquemment. Pourquoi pas en allant sur son lieu de travail. Donc, c'est un sujet aujourd'hui qui est pas en gestation parce qu'on a déjà pas mal avancé. Il y a aussi un groupe vélo qui a été constitué au sein de la mairie pour essayer d'avoir un peu l'avis de chacun aussi. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir le retour des cyclistes. Donc, si vous voulez, je dirais que dans un délai relativement, on va dire, court ou long comme on veut, on sera en capacité, j'espère, de proposer avec la métropole un tracé qui, je l'espère, sera sécurisé et en tout cas pourra avoir ce lien avec les autres communes. Et on a vu aussi bien l'espace de coworking ou à l'école primaire, il y a des ranges vélos. Oui. J'ai été étonné, donc il y a certains élèves qui viennent seuls à l'école primaire. Alors, je ne sais pas, enfin, c'est-à-dire que c'est bien ça. Oui, on est content. Maintenant, j'aimerais bien que ça soit plus sécurisé, ça c'est évident. Et voilà. En tout cas, sachez que, vraiment, on a bien en tête et à cœur d'essayer de proposer des tracés qui pourront convenir au plus grand nombre, puisque c'est une forte demande. Et on est bien là-dedans. Voilà. Bon, d'accord, je prends note. Voilà. Ça roule sur ce sujet. Et alors, il y a Thériane, il y a Thériane, je crois, qui est revenue, qui avait demandé la parole tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous pouvez vous présenter et on vous écoute. Merci, bonsoir. Moi, c'est Thériane. Thériane, c'est mon prénom. Très bien. Voilà, je réside Craponne, dans l'avenue du Mont. Et je suis demandeuse d'asile, je suis mariée. Et récemment, à la préfecture, j'avais reçu l'autorisation de pouvoir travailler. Pas l'autorisation, mais une autre qui m'autorisait à travailler une fois que j'aurais fait 9 mois sur le territoire français. Et là, je suis à Puy-de-Dôme et dernièrement, je suis arrivée auprès de vos services à la mairie. Et j'ai candidaté pour des services dans des écoles et tout, le nettoyage, tout ce que je pouvais faire, franchement. Et là, j'ai franchement pas eu de retour quand j'ai essayé de me rapprocher davantage de... Vous avez
Vous avez été reçu, vous avez envoyé un CV, vous avez été reçu? Oui, tout à fait, à la vie scolaire, mais je pense qu'au niveau, oui, au niveau, enfin, je pense que le souci s'est posé au niveau, le monsieur m'a demandé si sur ma pièce d'identité, c'était enregistré autorisation de travailler. Je lui ai dit non, mais je lui ai présenté également le document qui me disait, qui disait que je pouvais travailler à partir de 9 mois, mais à condition que mon employeur pouvait accompagner le dossier auprès de la préfecture. Donc, du coup, j'ai reçu le mail, je me suis dit que c'était l'opportunité pour moi de peut-être poser mon problème et tout. Et là, depuis, je n'ai pas eu de suite. Je ne sais pas si, est-ce que la mairie accompagne. Ça fait combien de temps que vous avez passé votre entretien, madame? Ça fait près de 2 mois déjà. Hein. Oh, d'accord. Donc, à mon sens, je sais pas. Ouais, alors, c'est un sujet qui se pose souvent. On a encore fait le point lundi avec le préfet sur ces différents sujets, parce que j'ai souvent des personnes comme vous qui me sollicitent, et c'est vrai que la crise sanitaire n'a pas aidé dans le traitement des dossiers. Moi, de ce que je comprends de votre dossier, madame, c'est que le fait d'avoir une promesse d'embauche, ça permettrait d'accélérer votre dossier, c'est ça? Est-ce qu'à l'instant T, vous êtes en mesure de travailler d'ores et déjà ou pas, au niveau administratif? En fait, la préfecture m'autorise de travailler à partir de 9 mois sur le territoire français. À partir de 9 mois, d'accord, ok. Et donc là, vous avez dépassé les 9 mois. Donc aujourd'hui, vous êtes en mesure de... Déjà plus d'1 an, oui. Et donc, après, par rapport à la mairie, la mairie a des fois des offres, il y a plusieurs candidats, et donc elle fait son processus de sélection. Par contre, moi, je connais plusieurs entreprises qui recrutent, notamment, j'en connais une à Saint-Genis-Laval ou autre. Donc, si vous souhaitez, on peut rééchanger, je pourrais vous orienter vers ces entreprises. D'accord. Vous pouvez me contacter par mail. Mon mail, c'est thomas.gassiou@assemblée-nationale.fr. Il y a la situation d'emploi en ce moment est assez favorable. Je connais énormément de... Moi, je veux bien votre nom, madame, exact, parce que je vois pas... votre prénom, c'est Thériane, c'est ça? Mon prénom, c'est Thériane. Et votre nom, madame? N-D-I-O-K-E. D comme Daniel, D-I-O-K-E. Et alors, si ce n'est pas indiscret, vous êtes originaire de quel pays? Pardon, je suis camerounaise. Camerounaise, très bien. Super, très bon. Votre mail, s'il vous plaît, je n'ai pas, excusez-moi, votre mail. Alors, je vais vous l'écrire sur le chat. Comme ça, merci. Voilà. Merci. Très bien, on garde des bons souvenirs. Donc, en fait, vous êtes à Craponne depuis peu, alors, si j'ai bien compris. Depuis 1 an déjà. Depuis 1 an déjà. Bon, vous n'avez pas de chance. Hein. Depuis 1 an, c'est la crise. Donc, vous n'avez pas trop vu. C'est ça. Voilà. Bon, écoutez, au plaisir de vous croiser, en tout cas. Je vais demander au niveau du service scolaire qu'on revienne vers vous pour vous donner une réponse. Merci. Voilà, madame. Merci. Et moi, je vous ai indiqué mon mail là dans le chat. Merci. Alors, est-ce qu'il reste donc merci beaucoup. Est-ce qu'il reste éventuellement une ou deux questions? On a encore quelques minutes s'il le faut. Je vois qu'il y a des personnes qui continuent à se connecter là. On est bientôt une 50aine. Quelqu'un souhaite intervenir? Sinon, je vois qu'il y a d'autres questions qu'on me transmet, qu'on reçoit par SMS, mais qui concernent toujours les questions d'incivilité, la nuit en bas des immeubles, des scooters. Voilà, bon. On a plus ou moins répondu à ces questions. Je ne sais pas si tu veux rajouter un... Non, de toute façon, il est certain qu'aujourd'hui, le phénomène des incivilités, je veux dire, on ne peut pas le nier, est croissant. Donc, aujourd'hui, clairement, on a la chance d'avoir une gendarmerie qui est quand même très présente sur le territoire. Quand vous avez, n'hésitez pas, bien sûr, à solliciter messieurs les gendarmes. On a une police municipale qu'on souhaite, nous, renforcer. C'est un exercice, je vais être assez franche, qui n'est pas facile parce qu'on a du mal à recruter aujourd'hui. Parce qu'il y a une très grosse concurrence entre les communes. Donc, voilà, alors on s'attache à gonfler notre effectif de police municipale et en tout cas, c'est un objectif qu'on souhaite avoir d'ici la fin de l'année. Alors, merci pour ta réponse. Alors, je vois qu'il y a une question qui est posée par plusieurs personnes qui concerne la voie romaine. Oui. C'est pour ça que je voyais.
Oui, la voie romaine. Bah, écoutez, la voie romaine, aujourd'hui, vous savez, c'était un projet qui était de la PPI, du plan pluriannuel d'investissement, qui était lié à la métropole. Donc aujourd'hui, nous avons changé de gouvernance, et bien sûr, la PPI, ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'investissement, a forcément changé. J'ai rencontré Monsieur Bernard, président de l'exécutif de la métropole, lui ai fait part, bien entendu, de notre volonté, en tout cas, on va dire, d'embellir cette voie romaine, je dirais, pour la fin de la voie romaine, parce qu'elle est quand même assez sympathique sur la plupart de son tracé. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse concernant, on va dire, cette voie romaine que je souhaiterais, en tout cas, moi, et l'équipe municipale qui m'accompagne, on va dire, en tout cas réservée au mode doux et éventuellement, parce qu'il faut penser à l'avenir, au transport en commun qui pourrait éventuellement passer dans quelques années si on veut éviter le flux de voitures. Donc aujourd'hui, la voie romaine, il n'y a pas de projet. Sur le débouché, si c'est bien la question, il n'y a pas de projet aujourd'hui qui m'est revenu, en tout cas de la métropole. C'est un projet quand même à plus d'1 million d'euros quand même. Ok, donc voilà pour la réponse. C'était ça la question, parce que… Alors, il y avait à la fois Guy Muriel qui avait posé cette question dans les derniers. Oui. Je ne sais pas si Guy Muriel il souhaitait… Muriel, je vois que tu souhaites intervenir potentiellement. Oui, en fait, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de projets sur la voie romaine, et du coup, ceux qui habitent sur la voie romaine se posent beaucoup de questions et sont très inquiets sur l'avenir de cette voie romaine. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de réponse de la métropole. Très honnêtement, j'aurai un retour de leur PPI, on va dire communal, parce qu'aujourd'hui, clairement, je manque de visibilité sur les projets métropolitains concernant notre commune. Donc, je vous mentirais aujourd'hui de vous dire oui, il va y avoir tel ou tel projet, parce que je n'ai pas aujourd'hui ces informations. Donc, on va attendre que l'exécutif revienne vers nous et communique sur ce projet. Alors, il est certain que le président Bernard, quand il a vu les photos, et M. Bagnon, qui est le vice-président de la voirie, s'est rendu avec François Pastré sur la voie romaine, ils ont été quand même assez, on va dire, ça les a quand même interpellés, quand même, ce débouché qui n'était pas un débouché. Maintenant, la volonté, c'est en tout cas d'y faire, si il devait y avoir un projet, je dis bien si, parce que je vous dis encore une fois, c'est un projet qui est extrêmement important au niveau financier. Ça serait plutôt une voie, on va dire, apaisée, et en tout cas qui pourrait recevoir à terme, pourquoi pas, des transports en commun. Ok, donc projet en cours de réflexion. En tout cas, je pense en tout cas, on communiquera. Voilà. Chacun bien élu aujourd'hui a bien pris en compte les questions de concertation citoyenne. Je crois que c'est devenu maintenant un réflexe chez tout le monde. Alors, je crois que Brigitte souhaitait intervenir. Alors, désolé, je pense que ce n'est pas Brigitte sur la vidéo, mais c'est marqué Brigitte. Non, excusez-moi, c'est Robert Jutet. C'est Robert. Je suis sur l'iPad de mon épouse. Donc, bonsoir, Madame le maire, bonsoir, Monsieur le député. Juste une question, c'était pour Monsieur le député sur le pognon de dingue, qui avait été une déclaration d'Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps, enfin du moins au début de sa mandature. Et pour autant, je sors d'une réunion du CIPAG où on a encore saupoudré un peu de subventions. J'en ai même demandé moi-même à Sandrine, ou du moins pour les chômeurs, avec un bon d'achat pour le Noël, sans succès d'ailleurs au niveau des chômeurs. Aujourd'hui, qu'en est-il de toutes ces subventions qui sont saupoudrées, dont certains disent que ça serait mieux distribué par un revenu universel? Quelle est votre position et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de votre décision sur l'avenir, sur toujours ça? Parce qu'on saupoudre à tout niveau, ça coûte beaucoup, sans doute très cher, et on n'a pas forcément les résultats escomptés peut-être pour avoir une satisfaction des gens qui en ont besoin. Mais vous parlez…
Vous parlez de quel secteur en particulier, des aides sociales? De tout domaine. Aujourd'hui, vous avez à tout niveau, nous, on a le CCAS, on a le CIPAG. Aujourd'hui, j'étais à l'instant au CIPAG. Mais dans une commune, on saupoudre, bien sûr, par nécessité et puis par besoin. Et puis très bien, il faut bien répondre à cette souffrance qui existe. Au niveau national, à tout niveau, régional et municipal, et même national, comment imaginez-vous la suite? Parce que on ne s'y retrouve pas et ceux qui en ont besoin, peut-être ne perçoivent pas ce qu'ils ont besoin. Donc, est-ce qu'il y a moyen de vous engager plus tard sur des choses qui vont renforcer et synthétiser les choses pour éviter de partir dans des petites sommes qui partent de partout? Okay. Alors déjà, bravo pour votre engagement au CIPAG. Et le CIPAG, c'est un syndicat intercommunal pour les personnes âgées, d'ailleurs, qui enjambe le Rhône et la métropole et qui apporte des vraies solutions et qui fait un vrai travail sur le territoire, notamment avec les recensements des personnes de plus de 65 ans, la gestion des EHPAD. Je trouve que la zone est plutôt exemplaire à ce sujet-là. Ensuite, sur comment y voir plus clair. Alors déjà, en France, c'est vrai qu'on est passé en 30-40 ans de 3 à 6 niveaux de collectivité. Avant, dans la tête des Français, c'était assez simple. Il y avait la commune, le département, l'État. On a ajouté les communautés de communes, les régions et l'Europe. Donc, ça vient simplifier un peu ça vient au contraire complexifier un peu le niveau administratif. Il y a eu la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui a essayé de faire un peu, de mettre tout ça, de clarifier un peu les compétences des uns et des autres. Et aujourd'hui, sur les questions, vous abordez les questions de l'autonomie. Le chef de file, vraiment, c'est le département ou la métropole qui gère à la fois les personnes âgées, les handicaps, etc. Donc là, en l'occurrence, vous êtes Crapenois, monsieur? Oui, tout à fait. Donc là, je suis sur la liste de Sandrine, là, tout à fait. Ah, d'accord, okay, très bien. Et donc là, c'est vraiment la métropole, on va dire, le chef de file qui gère les EHPAD, qui gère le handicap, etc. Et bien entendu, les communes peuvent s'impliquer également et user de leur proximité, notamment au travers du CCAS, pour s'impliquer sur ces sujets. Mais le chef de file, on va dire, est vraiment le département et la métropole. Ensuite, sur la simplicité des aides, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a parfois ajouté les aides et que finalement tout ça devient aussi un certain millefeuille. Donc il y a une réelle volonté de simplification, mais c'est extrêmement complexe de simplifier. C'est vrai que ce qui nous incite le plus à avancer là-dessus, c'est quand on voit le taux de non-recours à des aides. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il est de l'ordre de 30%, 40%, c'est-à-dire qu'une bonne partie des gens qui pourraient bénéficier d'aides, c'est tellement compliqué qu'ils n'en bénéficient même pas. Sur la question du revenu universel que vous abordez en particulier, j'ai des très bons amis parlementaires qui portent ce sujet. Pour ma part, je ne suis pas encore totalement convaincu parce que je trouve que ce revenu universel envoie… écoutez le micro de la personne. Voilà. Ce revenu universel, je trouve, envoie faussement l'idée qu'on peut bénéficier d'un revenu sans travailler. Et je pense que il faut plutôt tendre vers le contraire, c'est-à-dire tendre vers davantage de réciprocité quand on bénéficie d'une aide, parce que finalement, on a tous une certaine forme, un contrat avec la République, et effectivement, la République nous aide quand on a besoin, mais je pense que on doit plutôt tendre vers davantage de réciprocité. Un des points, je pense, qu'on pourrait creuser, c'est non pas de diminuer les niveaux des aides, mais de dire qu'effectivement, quand il y a une certaine aide, peut-être qu'on pourrait demander quelques jours par semaine des missions d'intérêt général, ce qui serait non seulement intéressant pour la société, mais intéressant également pour les individus qui bénéficient de telles aides, parce que c'est aussi source de sociabilité, d'apprentissage de nouvelles compétences, etc., etc. Donc, j'ai pas encore creusé le sujet très précisément, mais je suis sur le principe pas très favorable au revenu universel. Il y a des avantages aussi qui sont certains pour le revenu universel, c'est la simplification des choses. Effectivement, ça simplifie un peu le maquis des aides, mais je ne trouve pas que le signal envoyé soit forcément très bon. Voilà. Au niveau du CCAS de Craponne, vous êtes assez actif aussi. Nous, on est donc effectivement en fin d'année, donc avec Robert, Evelyne et puis l'équipe du CCAS, et pour atténuer, on va dire, les effets de la crise, qui étaient quand même difficile pour certains d'entre nous, notamment les demandeurs d'emploi qui parfois se sont retrouvés dans des situations assez dramatiques. Donc, nous avons créé en fait un fonds de solidarité pour les demandeurs d'emploi, alors sous forme de bons d'achat alimentaire, parce que
comme tu l'as dit, en fait, finalement, mettre en place une aide au niveau communal, c'est pas facile. Hein. Ça demande quand même quelques démarches assez importantes. Donc, on a quand même réussi à le faire en un temps assez record grâce à l'accompagnement de nos assistantes sociales et sous l'impulsion aussi de notre chef de service, Sophie Louga. Donc, voilà, alors j'ai pas la baguette magique hein, parce que mon souhait, ce serait que bien sûr tout le monde puisse effectivement avoir un travail pour être, on va dire, le plus heureux possible et le plus autonome possible. Mais en tout cas, on a eu le sentiment. Alors, ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. Ça concerne 25 personnes, alors qu'on en avait budgété 200. Donc, bon. Pourtant, la communication a été faite. Dès que les personnes se présentaient au CCS, on leur proposait. Et puis on a essayé servir des associations pour justement relayer cette aide. Mais bon, ça veut dire que… C'est pour ça que c'est compliqué. Je ne dis pas que le revenu universel sera la réponse. Hein. Nous sommes d'accord. Je ne défends pas cette idée-là, mais simplement, cette simplification, à mon sens, devrait pouvoir arriver à trouver peut-être un équilibre plus serein que ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Il me semble, et qu'on aurait plus d'argent à distribuer en centralisant sur des choses regroupées plutôt que de saupoudrer comme on fait, quoi. Bon, c'est une idée, hein. Je comprends que c'est complexe au niveau national et sans doute que les communes doivent garder à la main pour faire du chirurgical sur des cas sociaux qui sont plus complexes. Oui, mais les communes, à travers le CCAS, oui, mais aujourd'hui, Thomas l'a très bien dit, hein, le pourvoyeur d'aide, on va dire, principaux, c'est quand même l'État et la métropole aujourd'hui. Hein. Et j'ai découvert, pour terminer, que vous avez aussi des logements d'urgence dans la commune. Donc ça, c'est toutes les communes n'en ont pas, c'est pour ça que je me permets de le souligner. Donc c'est des logements dont vous disposez pour mettre vraiment des familles ou des individus qui sont en grande difficulté. En grande difficulté, on a eu notamment, alors le dernier en date qui est encore, on en a aujourd'hui deux sur la commune. Donc, je dirais que oui, c'est déjà, ça existe. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Et puis, quand nous avons eu l'incendie voie romaine, on a eu des défis. On a eu une famille qui était vraiment en situation de précarité. On va dire, sans ses vêtements. Voilà, il y avait, enfin, c'était assez compliqué. Et puis, donc, c'était une dame avec son enfant. Et on les a relogés, bien sûr, dans le logement de la mairie, en attendant qu'elle puisse retrouver le chemin de son logement. En tout cas, voilà. Ok, bon, je vois qu'il est 20h06, on a un peu dépassé. Alors, sauf si quelqu'un souhaite vraiment… Merci, Robert. Robert, et donc c'est pas Brigitte. Non, c'est pas Brigitte. C'est pas Brigitte de l'Élysée. Voilà, écoutez, je vois qu'on a légèrement dépassé. Voilà. Alors, sauf si quelqu'un souhaite vraiment intervenir, je vous propose de rester là pour ce soir. Et Sandrine, il me reste à te remercier ainsi que toute ton équipe pour ton accueil. Et le fait de te prêter à cet exercice qui n'est quand même pas simple, parce qu'on peut avoir des questions, on va dire, de tout horizon qui arrivent et il faut avoir des réponses à tout. Je vois qu'on a vraiment abordé de nombreux sujets, urbanisme, mobilité, crise sanitaire, sécurité, développement durable. Donc, on voit là, je trouve que c'est intéressant en tant qu'élu parce qu'on voit vraiment là où sont les préoccupations du moment. Et si ça te convient, je te propose de dire le mot de la fin. Écoutez, moi, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de vous connecter et de venir échanger avec nous. Parce que malheureusement, depuis un an, nous n'avons pas cette chance, en tout cas, de nous croiser comme on le souhaiterait. Et en tout cas, il n'y a pas d'événements municipaux sur lesquels on peut échanger. Donc, un grand merci d'avoir pris le temps de nous écouter et d'avoir interagi avec nous. Et puis, je vais surtout remercier Thomas vraiment de sa venue, de son soutien et puis de tout ce que tu nous apportes. Alors moi, personnellement, en tant qu'élu, parce que c'est une source de conseils intarissables. Voilà, donc un grand merci à toi d'être là et j'espère qu'on aura l'occasion de te voir en vrai prochainement. Avec plaisir. Allez, très bonne soirée à tous et merci à tous les participants. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Et merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée à vous tous.